Allez, c'est parti, on continue dans la joie et la bonne humeur. Attendez, je mets le preview, voilà, pour savoir ce que je fais. Maintenant qu'on a créé nos points, bah, il va falloir créer les faces. Et il y a un truc à prendre en compte, en fait, qui est assez simple quand on le connaît, c'est que quand on fait, par exemple, une face, ici je prends un plan simple, sans subdivision, non, sans aucune subdivision, parce que j'avais des subdivisions de 10 par 10, donc ça faisait 100. Mais je voulais pas dire le nombre 100, mais les subdivisions. Quand on fait des polygones, qu'ils aient... enfin, c'est le problème du jargon en 3D. Un objet polygonal dans C4D, on appelle ça un modèle. Il peut être composé de polygones différents, c'est-à-dire que je peux avoir, par exemple, si je fais deux cubes et que je les unis dans un seul, je fais un connect, je les mets dans un seul truc, le connect, je le convertis en objet éditable. Là, j'ai un modèle qui est composé de faces polygonales, mais vous voyez qu'il y a des faces qui sont séparées les unes des autres, d'ailleurs on peut les éditer, hein. C'est comme s'il y avait deux polygones dans ce modèle. En fait, il y a deux groupes d'objets, mais en fait on s'en moque. Il y a surtout des points. Il y en a 16 en tout. Les 8 points de gauche là forment un cube, et les 8 points de droite forment un cube que j'ai déformé. Et quand on a les points, à partir des points, on peut créer des faces. Et c'est des choses que je vous ai déjà expliquées dans d'autres tutos. Quand on sélectionne une face comme ça et qu'elle est bleue, c'est que vous voyez l'intérieur en fait. Et si je tourne, là elle est orange, c'est qu'on voit l'extérieur. La normale de la face est tournée vers cet extérieur. C'est la partie qui est censée être visible, même si l'autre partie à l'intérieur est visible aussi. Mais orienter les faces, quand on crée les faces, surtout quand on fait du code, c'est important. Alors, pour faire en sorte qu'une face soit orientée à l'extérieur quand on a des points, par exemple, si je prends, alors je vais effacer ça là, et je vais effacer ça, voilà. Là j'ai une face qui est composée de 4 points. Donc les 4 points qui sont à chaque angle. Ok. Les points, ils peuvent avoir leurs propres coordonnées, comme ci, comme ça. Ici, le vecteur de normale supérieur de la face est tournée là vers le haut. On voit, elle est orange. Voilà, enfin orange, ouais, orangé. Et ça, c'est l'intérieur. Et en fait, quand on fabrique une face à partir de points, on va dire quels sont les points qui définissent la face. On va avoir, par exemple, on va lui dire, ça c'est le point 0, ça c'est le point 1, ça c'est le point 2, et ça c'est le point 3. Et si je déclare dans le codage, dans un script en Python, si j'ai mes points qui sont stockés 0, 1, 2, 3, et je dis, j'ai une face qui est composée des points 0, 1, 2, 3. Eh bien, cette face dans C4D, c'est un polygone. Et à partir des mêmes points, on peut créer un autre polygone. Si je sélectionne par exemple ce bord, que j'appuie sur CTRL et que je tire sur la flèche là, et que je le descends, voilà. Maintenant j'ai créé un autre polygone qui se trouve ici, et qui lui est composé des points 0, 3, 4 et 5, puisque je viens de créer des points. 0, 3, 4, 5. Et l'orientation de la normale de la face, donc ça c'est le côté extérieur, en bleu c'est le côté intérieur, l'orientation se fait dans l'ordre horaire. C'est-à-dire que si vous utilisez un ordre horaire comme les aiguilles de l'horloge d'une montre, donc 0, 1, 2, 3,
la normale, elle va être en haut. Si vous définissez votre face en utilisant par exemple 1, 0, 3, 2 en sens anti-horaire, ce qui fait en sens horaire de l'autre côté, il y avait dit 1, 0, 3, 2, la normale sera de ce côté-là. Moi, je veux que les normales, elles soient en haut, dans les polygones que je vais créer pour fabriquer le sillon, du micro-sillon de mon disque. J'ai mes points en mémoire. Mes points, si on prend sur cette image-là, mes points, ce sont le point 0, le point 1, le point 2, le point 3, je vais arriver à faire un 3, le point 4, je m'enlève de l'écran, ensuite le point 5, le point 6, le point 7, ici, le point 8 et le point 9, etc., le point 10, etc. Donc moi je veux créer mes faces dans le sens horaire pour que la normale des faces, là par exemple celle-ci, soit vers le haut. Donc il faut que je fabrique cette face à partir des points 0, 5, 6, 1, l'autre face 1, 6, 7, 2, ensuite 2, 7, 8, 3, et 3, 8, 9, 4. Si je le fais en partant de 0, 1, 6, 5, si je fais en sens anti-horaire, la normale de la face sera en dessous. Et ça n'est pas ce que je souhaite. C'est tout, c'est aussi simple. Après, c'est facile de les inverser. C'est parti. Donc, pour l'instant, on a un script qui va jusqu'à ce moment-là. On va dire, je vais mettre un commentaire, je vais dire, je vais mettre création des points. Voilà. À partir de là, on crée les points. Et là, on fait une boucle sur tous les échantillons. Et à partir de chaque échantillon, on crée 5 points. Hein, je le répète, qui sont les points là 0, 1, 2, 3, 4. Premier échantillon. Deuxième échantillon, c'est les points 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et chaque ligne, comme ça, en profondeur sur Z, correspond à un échantillon que j'ai lu dans mon fichier texte des niveaux de courbes sonores. Donc, je crée un point, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et je recommence ensuite, puisque j'ai une boucle for i in values, je connais le nombre d'échantillons. Values, c'est le nombre d'échantillons que j'ai. Donc, pour i dans le nombre d'échantillons, je crée des points en utilisant i, notamment pour la profondeur. La première ligne d'échantillon a une profondeur en Z qui est la même. La deuxième, quand ça passe sur le deuxième échantillon, i n'est plus égal à 0, il est égal à 1. Et donc on a une profondeur différente qui est de 1 fois le Z step, la profondeur en Z. Ensuite ça passe à 2, donc ça va être 2 fois 5, en profondeur on va être à 10. Ensuite i passe à 3, donc ça va être 3 fois 5, la profondeur des points Z-proof ça va être 15, 20, 25, etc. Et là j'ai fabriqué mes points qui sont stockés dans une variable qui s'appelle point. C'est une variable de type array, c'est une liste de points. Chaque point, ce sont des vecteurs x, y, z. Bon. Je vais mettre juste ça en commentaire. Parce que j'avais imprimé les points et le nombre de points pour le fun. Mais je n'ai pas besoin de ça dans mon script. Donc maintenant, à partir de ces points, je veux créer un polygone. Donc là, je vais mettre un commentaire. Création, alors je vais l'appeler du polygone qui contient des faces. Voilà, ce sera plus simple. Donc là il va falloir que je déclare une variable qui va être un champ, parce qu'en fait, enfin bon, non, je vais reprendre le truc un petit peu avant. Mon polygone, ça va être un objet polygonal. Bon, c'est un objet. Je peux l'appeler comme je veux. Je vais l'appeler objet. Objet. Voilà, je l'appelle objet.
object, polygone, je l'appelle comme je veux. Pour l'instant, c'est juste une variable. Et lui, ça va être un objet d'un certain type. Donc c'est le type C4D, base object. C'est un objet de base qui a une particularité, c'est que c'est un objet polygonal, donc c'est un objet qui contient des polygones. Donc je lui dis quel type d'objet de base, parce que dans les objets de base de C4D, on a des points, on a des splines, on a des objets qui peuvent être des transformateurs, etc. Là, moi, je veux créer un objet polygonal, donc je référence son type, et son type c'est C4D, point, alors O majuscule comme object, et polygone. Comme ça me permet de dire que ça va être mon objet polygonal. Et cet objet polygonal, je vais le remplir avec des points et des faces, ou des faces qui vont être déterminées par des points. Donc ça, je vais l'appeler par exemple objet final. Objet, ouais, le mec il sait pas écrire. Bon, ça c'est mon objet final. Je le déclare, je dis que objet, ce sera un objet C4D de type polygonal, ça veut dire qu'il va contenir des faces qui seront décrites par des points. Et alors, maintenant, il va falloir que je crée un array, un champ, qui va contenir les faces. Vous voyez que pour chaque entre deux échantillons, on a 4 faces. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ou plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et il va falloir que je déclare ces faces une par une. Donc je vais déclarer encore à nouveau un objet de type, enfin un champ, array, qui va contenir une liste de polygones, et ces polygones vont être définis par des listes de points. Donc je vais créer une variable que je vais appeler poly au pluriel, ce sont les polygones, et je vais mettre simplement des crochets pour dire que c'est un champ, c'est-à-dire que je vais avoir poly 0, poly 1, poly 2, poly 3, poly 4. Et chacun de ces polys va faire référence à différents points. Maintenant, j'ai besoin de connaître le nombre de points, parce que, enfin, le nombre d'échantillons, mais vous remarquerez ici sur cette image que ici j'ai une première ligne en bas, premier échantillon, deuxième échantillon, troisième, quatrième, cinquième. Donc là, j'ai une courbe du vinyle. Ok, vu dans ce sens-là, c'est le creux du vinyle. On a 5 échantillons. 1, 2, 3, 4, 5. Et ces 5 échantillons définissent 4 groupes de faces. Donc, si je prends le nombre d'échantillons moins 1, j'obtiens le nombre de rangées. Et là, je vais faire en fait une boucle pour calculer les rangées de faces. Première rangée. Alors, si je me mets... Dans quel mode je peux me mettre ici loft, si je prends directement ce loft et que je cache ça. Voilà. Ici, voilà. Ça va être la rangée 0. Ça va être la rangée 1, la rangée 2 et la rangée 3. Ce qui nous fait 4 rangées. Sachant que ces 4 rangées sont formées à partir du nombre d'échantillons, et on en a 5, j'ai besoin de connaître le nombre de rangées. Donc, comme je l'ai fait avant en utilisant values pour faire une boucle, je vais reprendre cette même variable et je vais lui dire values, donc le nombre de fois que je souhaite faire une boucle, est égal à range, donc une rangée qui va de 0 à x. Et là, je vais reprendre le nombre d'échantillons que j'ai calculé avant, simple counts, là. Voilà. Donc, cette nouvelle valeur, moi, je vais passer les échantillons en revue. Mais,
Si j'ai 5 échantillons, je n'ai que 4 lignes de face polygonale. Donc, ça va être sample count moins 1. Donc on a 5 échantillons, mais je n'ai que 4 rangées de faces. Ok? Premier échantillon, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Mais des rangées de faces, 1, enfin 2, 3 et 4. Voilà. Donc, je vais faire une boucle en utilisant le nombre d'échantillons moins 1. Bien, j'espère que vous suivez le truc. On va faire une boucle, comme on l'a fait avant pour créer les points. Pour créer les points, on a fait une boucle for i dans les valeurs. On est allé lire les valeurs que l'on avait dans cLeft et cWrite. Maintenant, je vais aller lire les points qui sont stockés dans la variable points. Donc on va faire une boucle qui va être for. Alors, pour changer, puisque au-dessus j'ai utilisé i, là je vais prendre u. Et je vais dire donc pour u dans values, les valeurs qui m'intéressent, donc les valeurs qui vont aller de 0 au nombre d'échantillons moins 1. Alors des échantillons, on en a 30. Donc là, on va aller de 0 à 29. Donc for you in values, fait ça. Donc je mets 2 points et je lui dis ce qu'il va faire. Pardon. Et maintenant, pour chaque boucle, chaque échantillon, je vais déterminer les faces, ou plutôt les points qui composent les faces. Enfin, non, les points existent, mais je vais lui dire, bah, il y a une face. Les points, ils existent. Il y a le point, comme on l'a vu, hein, point 0, le point 1. Alors, si je remets ma vue à peu près ici, si je zoome un peu, peut-être, voilà. On a le point 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, le point 5, 6, 7, 8. Il faudrait que je dézoome pour que ça corresponde à ce que j'ai écrit avant, mais bon, voilà. Donc, je vais déclarer les faces et je vais lui dire, bah, la première face, elle est composée du point 0, 5, 6, 1. La deuxième, elle est composée du 1, 6, 7, 2. Donc, je donne simplement le numéro des points, parce que les points sont stockés dans le champ point. Donc, la première face du premier échantillon, je vais créer une variable P0 égale, et j'indique le type, c'est un C4D C polygone. Donc c'est une face, en fait, composée d'un certain nombre de points. Et les points, ça va être, donc là, il faut mettre entre parenthèses et indiquer les points qui composent la face. Donc, comme on l'a vu, la première, ça va être 0, 5, 6 et 1. Donc, on le fait à la main. 0, 5, 6, 1. Voilà. Le premier polygone est composé des points 0, 5, 6, 1 qui ont été stockés auparavant, auxquels on peut accéder en faisant points de 0 ou points de 5, points de 6, points de 1. Voilà. Ça, c'est l'index qu'on met en dessous et on récupère les coordonnées vectorielles. Le point numéro 2, lui, enfin le deuxième point qui va s'appeler P1, c'est lui aussi un C4D polygone qui va être composé, on regarde, excusez-moi, dans le sens horaire de 1. Alors attendez, je vais effacer ce 1 là. Je vais écrire 1 ici. Voilà. Dans le sens horaire, pour avoir le vecteur en haut, ça va être 1, 6, 7, 2. Donc c'est 1, 6, 7, 2. Et je continue pour l'autre face et pour l'autre face.
Donc ça va être la face, le polygone 2 et le polygone 3, c'est des index, hein, polygone 0, 1, 2, 3. Je vous le remonte, ce sont les polygones là, c'est le 0, le 1, le 2, le 3. Et lui, ça va être le 4, 5, 6, 7. Bon. Le 1, le 2, le 3. Alors, le P2, ça va être 2, 7, 8, 3 sur les points. Donc c'est le point 2, vers le point 7, vers le point 8, vers le point 3. Et le dernier, ça va être le point 3. Donc de 3, 8, 9 à 4. Donc 3, 8, 9 et 4. Alors ça en tout cas c'est pour la première face. D'ailleurs, et je me remets à l'écran, j'ai pas été très intelligent parce que on a des modèles qui contiennent des polygones, qui contiennent des faces, qui sont définis par des points. Polygone, point, PP. Donc là, je vais plutôt les appeler, au lieu de P0, je vais appeler face 0, face 1, face 2, face 3. Pour la première rangée. Là, on a uniquement codé à la main les numéros des points qui définissent la première rangée. Mais puisqu'on a une boucle et qu'il va falloir se taper les rangées les unes après les autres, il va falloir ajouter un truc, qui est que on a un décalage. Le décalage, il est simple, enfin il est simple quand on y réfléchit une seconde, il est que on va créer des faces qui commencent à 0, 5, 6, 1, ensuite 1, 6, 7, 2, 2, 1, et la dernière face, elle commence à 3. Donc la première commence à 0, jusqu'à 1, la deuxième commence de 1 à 2, de 2 à 3 et de 3 à 4. Et une fois qu'on a fini cette rangée, où on a nos 4 faces, on passe à l'échantillon suivant, et alors que notre dernière face ici commençait à 3, au point numéro 3, la face d'après elle commence au point numéro 5. Donc on a un décalage, et ce décalage il va falloir qu'on le prenne en compte. Donc, je vais créer une variable de décalage, pour créer les rangées une par une. Et le décalage, d'abord, il va être de 0. Et puis, pour chaque rangée, je vais utiliser, en fait, le numéro de l'échantillon. Donc, le premier échantillon, alors là, je vais écrire, voilà, échantillon, je vais l'appeler E0, échantillon E1, échantillon E2, et puis là-bas en haut, E3. Donc je vais utiliser 0, 1, 2, 3 pour faire mes faces, donc 3, 8, 9, 4. Et ensuite, pour passer de 3, 8, 9, 4, il va falloir que je passe à l'autre face là-bas, 5, 10, 11, 6. Donc j'ai un décalage en fait entre chaque groupe d'échantillons qui est de 4. Ici je dis 0, 1, 2, 3 et d'un coup je passe à 5. Donc j'ai un décalage de 4 et en plus c'est des rangées. Donc il va falloir que je multiplie un décalage par mes rangées d'échantillons. Donc mon décalage au départ il est égal à 0. Et je vais déclarer en fait mon échantillon unitaire, on va dire. Par exemple ECH, donc ça c'est le numéro de l'échantillon. Enfin, c'est pas le numéro de l'échantillon. Le numéro de l'échantillon, en fait, il est dans U, donc il faut pas que je fasse de conneries, mais ça va être plutôt le... Enfin, il vaut mieux que j'appelle les choses par des noms compréhensibles. Rangée, une rangée, voilà. La rangée, elle est égale à l'échantillon que je suis en train de traiter, qui est l'échantillon U, plus le décalage, qui pour l'instant est de 0. Décalage. Donc c'est la rangée, là je traite la première
0 plus 0. Donc à partir de 0, j'ai ça. Et je suis en train de traiter la rangée. Donc, sur la rangée 0 plus 0, j'ai en fait tous ces nombres là qui vont être décalés par le numéro de rangée. Donc une fois que j'arrive au 4, après si je reprends au début, ça va être 0 plus quoi? Enfin, que j'arrive au 4. Une fois que je démarre, excusez-moi, si je démarre le dernier polygone par 3, le polygone suivant, il va démarrer par 5. Donc, on va passer de 0 à 5, à 10, à 15, etc. Donc, j'ai un décalage de 4. Donc, une fois que j'ai traité une rangée, il va falloir que j'incrémente le décalage. Alors, on va faire de façon simple. Le décalage est égal au décalage plus 4. Une fois que j'ai traité les 4 premières faces du premier échantillon, enfin, les 4 faces qui se trouvent entre les 2 premiers échantillons, je me décale de 4. Et ensuite, je vais avoir 1 fois 4. Et 1 fois 4, alors, décalage de 0 plus 4, ça va faire 4. Pardon, c'est pas 1 fois 4, c'est 1 plus 4. Donc, je vais débuter avec le point numéro 5. Et je vais lui ajouter ce qu'il me faut. Alors, je vais prendre donc en fait, à chaque fois, je vais prendre rangée plus ce numéro de point. Rangée, voilà. Et numéro de la rangée, plus le point qui m'intéresse. Bon, bah allez, je vais le faire à la main. Hop, tac, 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 tac. Excusez-moi, mais c'est pas que je veux pas vous l'épargner ou quoi, mais si vous la meilleure façon d'apprendre à programmer, c'est pas simplement de copier-coller des scripts, c'est de les écrire à la main pour bien comprendre ce que l'on fait. Donc, ma première face est composée de, je suis à la rangée 0, point 0, point 5, point 6, point 7. Rangée 0, point 1, point 2. Une fois que j'ai fait la première rangée de points, et je vais essayer de... Voilà. Une fois que j'ai fait la première rangée de points, quand j'arrive au bout, je passe de ce point numéro 3 là, je dois passer ici, non pas au point numéro 4, mais au point numéro 5. Donc, je change de rangée parce qu'on a for u in values, donc U devient la rangée numéro... enfin, on était à la numéro 0, U devient la rangée numéro 2, enfin numéro 1, on était à la rangée d'index 0, on passe à l'index 1, et on a 1 plus le décalage de 4, ce qui fait 5, et donc notre premier point ici, ça devient 5. Rangée plus 0, donc rangée étant égale à 5, plus 0, ça fait 5. Rangée étant égale à 5, rangée plus 5, ça fait 10. Le deuxième point, c'est le 10. Là, on a rangée plus 6, c'est le 11. Et rangée plus 1, c'est le point numéro 6. Et on reconstruit une nouvelle rangée. Alors, je sais que c'est un petit peu complexe, parce qu'il y a des choses qui sont imbriquées. Mais voilà, c'est comme ça que je fais, et c'est comme ça que j'ai fait. Alors, pour chacune des rangées, c'est-à-dire entre les échantillons 0 et 1, entre l'échantillon 1 et 2, entre le 2 et le 3, j'ai créé des faces, F0, F1, F2, F3. J'ai défini des faces, mais pour l'instant, j'ai pas inclus ces faces dans mon objet polygonal. Lui là, le poly, qui va être une liste de polygones définis par des points. Là, j'ai déclaré des faces définies par des points, et maintenant, il va falloir que je rentre dans mon poly mes différentes faces. Donc, je vais prendre polies, la variable, polies, et je lui append, donc j'ajoute la première face, qui est la F0.
j'ajoute la deuxième, F1, la troisième, F2, la troisième, F3, enfin la quatrième, F4, F3, excusez-moi. Voilà. Donc, maintenant j'ai rajouté 4 faces à mon polygone. Et puis ensuite je passe à la rangée suivante. Je réutilise les mêmes variables pour déclarer des nouvelles faces qui sont faites avec d'autres points. X, Y, enfin, point 1, 2, 3, 4. Chacun des points est défini par des coordonnées X, Y, Z, mais là je donne simplement le numéro des points, et donc je déclare un polygone, et je rajoute une face, et une face, et une face, et une face. J'incrémente, je rajoute une rangée, je définis des nouvelles faces, et je rajoute ces nouvelles faces. Append, ça veut dire je rajoute des faces. À chaque fois que je passe dans la boucle, F0, F1, F2, F3, ça devient des nouvelles faces définies par des nouveaux points, et ces nouvelles faces, même si elles s'appellent toujours F0, F1, F2, F3, elles ont changé entre temps, je les ai redéfinies, et je rajoute ça à mon objet polygonal. D'ailleurs, le décalage, je peux le faire là, c'est ok. Bon, là je vais mettre ajout des faces au polygone, à l'objet polygonal. Plutôt ajout des faces, on va dire à la liste des polygones. Voilà. Un peu plus intelligent. Donc cette boucle, elle va se faire, et puis ça va me créer toutes mes faces, les unes après les autres. Bon. Ça c'est en mémoire, ok. Maintenant, pour terminer, il va falloir, à partir de notre objet qui est là, voilà, cet objet-là, il va falloir lui dire, objet qui est un objet de type polygone, voilà les faces qui te composent. Mais pour composer les faces, il a besoin de connaître les points. Donc on va repartir de objet. Là en dessous, on sort de la boucle, hein, c'est pour ça qu'on décrémente le texte à gauche. Et avant de définir précisément mon objet, j'ai besoin de définir des choses. Parce qu'en fait, je vais définir mon objet avec une fonction qui s'appelle resize object. Resize object. Object, c'est pas au pluriel, je crois pas, non. Resize object. Et il va falloir que je lui donne le nombre de points et le nombre de polys. Donc, nb-pts comme nombre de points, virgule, nb polys qui est le nombre de polygones. Je connais le nombre de polygones, enfin on va le voir dans une seconde, c'est le nombre de polygones que j'ai créé là, hein. Et je connais le nombre de points, je les ai créés avant, donc nb point, le nombre de points, lui il est égal à len, c'est-à-dire le nombre de points contenus dans le array, dans le champ qui s'appelle points. Dans points, c'est ma liste de points. Et len de points, c'est le nombre de points qui est dans cette liste. Ensuite, nb polys, dans le nombre de polygones, c'est len, la longueur de la liste, de ma liste de polys, les polygones. Puisque j'ai fait poly append, j'ai ajouté un poly append, j'ajoute un poly, j'en ajoute un autre, j'en ajoute un autre, je reviens, j'en ajoute un autre, j'en ajoute un autre, j'en ajoute un autre, j'en ajoute, je reviens, j'en ajoute, et je les ajoute, et à la fin, si je veux savoir combien il y en a, j'utilise la fonction len, qui est la contraction de length, la longueur. Donc j'ai le nombre de points, j'ai le nombre de polys. Maintenant mon objet que j'avais déclaré au début là comme étant un objet de type object polygonal au polygone, je le resize, c'est-à-dire que je lui donne des informations et je lui dis tu es composé de ce nombre de points
et tu es composé de ce nombre de polygones. Pour que ce soit clair, pour les 4 premiers polygones de cet objet, 1, 2, 3, 4, les 4 premiers sont définis par 10 points. Les points 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok ? Donc le nombre de points, le nombre de polygones, ce sont des variables, des variantes. Hein. Donc je redéfinis mon objet en lui indiquant le nombre de points et le nombre de polygones. Et maintenant, je vais remplir l'objet en lui indiquant quels sont les points et quels sont les polygones. Donc la première fonction à utiliser sur objet, c'est la fonction qui s'appelle setAllPoints. setAllPoints. C'est au pluriel, oui. Et je lui donne les points. Et les points, bah, c'est mon array de points. C'est le champ qui contient les points. Les points 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ceux qu'on a à chaque fois ici. Le point 0, le point 1, le point 2, et c'est des points qui sont définis par des vecteurs x, y, z qui donnent les coordonnées des points. Donc là, je viens de dire à l'objet, tu contiens des points, voilà les points que tu contiens. Première étape. Ensuite, je vais faire une boucle pour fabriquer des polygones à partir des polygones que j'ai définis et les ajouter dans mon objet. Puisque mon objet, il connaît les points. Maintenant, il va falloir que je lui dise, hey, tu es fait de telle et telle face, et telle face est composée de tel et tel point. Donc là, pour le coup, il faut que j'utilise une boucle. Donc je vais faire fort... je prends des faces. Est-ce que je travaille sur des faces ouais, je vais dire for f in pour f dans une range, c'est-à-dire un index de départ jusqu'à un index de fin, qui est le nombre de polygones. Donc, si j'ai par exemple 150 polygones, là on va aller de 0 à 150. En fait, on va aller de 0 à 149. Puisqu'il sait que dans NB poly, il y a 150 éléments. Donc, la variable f, elle va aller de 0 à 149, ce qui me fait 150 éléments. Donc, 2 points. Et là, je travaille sur mon objet. Donc, je prends objet et j'utilise la fonction setPolygone. Donc, point set, ça démarre par une majuscule, hein, je crois, polygone. Donc, je définis un polygone à la fois. Et le polygone, c'est le polygone numéro F. Là, le premier, c'est le 0. Le deuxième, c'est le 1. Enfin, 0, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Donc, je donne un index. Et je lui dis quel est le polygone, quelle est la face qui compose ce polygone, en fait. Et là, donc, c'est la variable police. Et j'accède par le champ F. C'est le polygone numéro F. Alors ici, je pourrais mettre à la place de F, je pourrais mettre num poly. Voilà. Pour un numéro de polygone qui va de 0 à 149, voilà, tu prends les polys que j'ai définis et tu prends le numéro, non, le polygone numéro num poly, c'est num poly, et tu vas chercher dans la liste des polygones que j'ai créés celui qui a l'index num poly, parce que num poly commence à 0 grâce à la boucle 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'au nombre de polygones. Donc là on a 150 échantillons, donc ça va s'arrêter à 149 si je dis pas de bêtises. Une fois que l'on a fait ça, on est presque au bout. Il faut mettre à jour, alors je vais pas rentrer dans le détail, mais l'objet, je passe un message à travers l'objet
je prends l'objet et je lui dis d'envoyer un message à C4D en lui disant le message, enfin c'est une variable déterminée, hein, ça c'est pas un truc qu'on invente, c'est msg underscore update. J'envoie un message de mise à jour pour que Cinema 4D mette à jour l'objet à partir des polygones que je viens de lui ajouter. Ce set polygone aurait pu s'appeler append new polygone. Mais en fait là, c'est une fonction qui permet de définir des polygones. Donc je définis, alors c'est pas un polygone mais une face, je définis la première face avec le polygone qui sort de cette liste. J'en définis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et une fois que c'est fini, je dis à Cinema 4D de mettre à jour l'ensemble. Et pour terminer, on a en haut de notre script, on a une variable qui s'appelle doc, qui est définie avec 2 points, et on indique le type, et cette variable fait référence à C4D Documents Base Document. C'est the active document. Alors, ils appellent ça document, mais c'est the active scene, c'est la scène active. C'est le fichier Cinema 4D qui est actif. Et il va falloir que j'insère en fait une copie de cet objet, parce que là on est dans le code. Donc pour l'instant, notre objet il existe virtuellement dans le code, dans la mémoire, mais il n'existe pas dans la scène Cinema 4D. Donc il y a une fonction simple, donc je fais référence à doc, qui est le document en cours, et je vais utiliser la fonction insert object, et je lui donne le nom de l'objet, objet, voilà. Je dis insère dans le document actif l'objet objet que je viens de créer. Alors là je vais faire save, on va aller dans une nouvelle scène, et on va exécuter notre script. Ah, il y a une erreur. Ok, on va regarder ça. C'est bien qu'il y ait une erreur. Ligne 73, décalage égale décalage. Voilà, il y a un problème dans le nom de la variable. Donc décalage égale, ici décalage égale décalage plus 4. Voilà. Je réexécute. Wow, ça a marché. Mais je n'ai pas d'objet. Ah si, le voilà apparaître, le polygone, il est là. Est-ce que je le vois? Oui, il est là, voilà. On a nos 30 premiers échantillons qui se sont tracés là. Alors j'ai cru un instant que mon objet était pas là, et en fait ça a fini par se mettre à jour, mais on peut forcer la mise à jour. Alors je vais supprimer le polygone là, je vais relancer le script, je clique sur execute, et vous voyez que il apparaît dans le viewport, mais il apparaît pas dans la liste ici. Il va apparaître dans la liste si je clique dans la liste. Le voilà apparaître. On peut forcer cette mise à jour avec une fonction. Alors je vais supprimer le polygone. En bas, à la fin, après avoir inséré mon objet, je peux utiliser la fonction c4d.evenAdd. J'ajoute un événement et j'envoie un message. En fait, un message vide qui lui dit simplement il faut que tu te rafraîchisses parce que je viens d'insérer un objet ou de faire un truc quoi. Donc il faut que tu te mettes à jour. Je vais décaler ça ici, remettre ça là. Si maintenant si je fais execute, hop, non seulement il apparaît dans le viewport vite fait, et il apparaît directement ici dans la liste. Voilà. Donc là on a fait quand même une grosse partie du travail qui est de prendre nos échantillons, créer des points, créer des faces qui relient les points et tout. Et là on n'a que 30 échantillons. Donc maintenant, si on repart sur notre autre fichier qui contient plus d'échantillons, puisque là on est en train de travailler sur une version courte qui s'appelle Groove 1 linéaire short. Si on reprend notre fichier Groove 1 linéaire
et c'est pas la version short, mais c'est celle qui contient 1 seconde de son. Donc je remplace le nom du fichier ici, je supprime le polygone là, je clique dans mon script, j'enregistre, CTRL save, et si je fais execute, hop, voilà. Et on voit bien, vu dans ce sens-là. Alors, après, je vais changer l'échelle ici en Z. Comme ça correspond un petit peu mieux visuellement à ce que l'on avait dans Audacity. On voit bien la courbe du canal gauche, la courbe du canal droit. Si je reviens dans Audacity, il est où? Il est là. Voilà, la courbe du canal gauche qui est une sinusoïde, le courbe du canal droit qui est deux sinusoïdes imbriquées, on les voit apparaître là, voilà, gauche droite. Et tout l'intérêt des calculs que l'on a fait, même si on retravaille, alors je vais le supprimer, je vais revenir sur la version short underscore short, exécute. Le polygone est là. Sur la version courte, là, tout l'intérêt de notre travail, c'est que les polygones, ils sont toujours à 45 degrés. Le fond du sillon se déplace de droite à gauche, de haut en bas un petit peu, mais ils sont toujours à 45 degrés, ce qui fait que la tête de lecture qui est conique, si je la remplace dans l'autre sens, bien sûr, il faut que je change sa taille, mais la tête de lecture, si elle est, alors ce qu'on appelle conique d'un point de vue circulaire, mais si elle est plutôt avec un pan à 45 degrés, même si au bout on a un petit arrondi, le but c'est que les côtés de la tête de lecture soient en contact avec les faces le mieux possible, c'est-à-dire à 45 degrés de préférence, même si on a une légère courbure là en bas, hein, qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'utiliser la surface complète, mais ça c'est exactement ce que l'on souhaite obtenir, parce que c'est exactement ce que l'on a sur un vinyle. Voilà. On en est où là? On a encore fait 47 minutes. Voilà. Alors, maintenant, pour la suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va améliorer le truc, parce que on va dériver de notre script, puisqu'on a déjà les points, on va dériver d'autres points qui sont un premier segment qui est le cam spline, qui est une ligne droite qui est centrée sur le sillon, qui va permettre par exemple d'utiliser cette ligne pour déplacer le corps de la tête de lecture et la caméra. Et on va extrapoler une autre ligne qui s'appelle stylus spline, qui est cette ligne qui correspond au fond du canyon créé par notre sillon, et qui correspond en fait au déplacement du bout de la tête de lecture. Et puisque ces points on les a, parce qu'on a ces points, on les a utilisés pour créer les faces des polygones que l'on voit là, puisqu'on a ces points, on va les utiliser pour créer des splines, des courbes. Voilà. Donc comme d'hab, si vous avez j'aimé, vous j'aimez, si vous avez j'aimé pas, vous j'aimez pas, commentaire si vous j'aimez pas, commentaire si vous j'aimez aussi, un petit like, ça fait plaisir comme d'habitude. Abonnez-vous pour la suite et j'espère que vous vous amusez. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez ça sympa et tout. Enfin bref, si vous avez des trucs à redire, allez-y. Moi ça m'intéresse parce que je trouve que j'ai pas beaucoup de retours, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Il y a des vues, mais il y a peu de gens qui me disent c'est bien, c'est pas bien, il y a ci qui est bien. Et puis surtout un merci, c'est sympa quoi, c'est cool. Allez, à tout de suite pour la suite. Ciao.